Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dr Louridine Djib, je suis maître assistant en microbiologie à l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le cours intitulé Relations hôtes-bactéries. C'est un cours qui s'inscrit dans le programme de formation des étudiants en troisième année médecine. Ce cours, il comprend deux parties. La première partie, c'est la flore normale et en deuxième partie, on va voir le conflit hôte-bactéries. On va voir comme définition que parmi les types de relations qui existent entre l'hôte et la bactérie, on a le saprophytisme. Qu'est-ce que c'est que le saprophytisme? Donc, une bactérie est dite saprophyte lorsqu'elle vit et se nourrit dans l'environnement, par exemple dans le sol, dans les eaux ou bien sur les surfaces. On cite l'exemple de Pseudomonas aeruginosa ou bien de l'Acinetobacter baumannii. Ces deux bactéries que je viens de citer à titre d'exemple, ce sont des bactéries saprophytes qui vivent dans l'environnement et qui sont aussi connues par leur pouvoir pathogène responsable d'infections nosocomiales, c'est-à-dire infections acquises à l'hôpital. Deuxième type de relation hôte-bactérie, c'est le commensalisme. Une bactérie commensale est par définition une bactérie qui vit à la surface de la peau et des teguments de l'être humain, ou bien dans les cavités naturelles de l'homme sans provoquer chez lui une infection. Cette flore normale comprend la flore digestive, la flore respiratoire, la flore génitale et la flore cutanée. Ces bactéries gentilles, entre parenthèses, qui font partie de la flore normale, peuvent exceptionnellement devenir pathogènes dans la situation où le terrain, c'est-à-dire la personne, l'être humain, est en état d'immunodépression, c'est-à-dire il a une affection qui rend son immunité faible. Par exemple, un diabétique, quelqu'un qui est atteint d'un cancer, un malade qui présente une maladie auto-immune ou autre. Dans ce cas, cette bactérie qui est gentille, elle peut causer chez lui une infection qui est dite opportuniste, comme son nom l'indique, opportun, c'est-à-dire elle va saisir l'occasion que la personne est en état d'immunodépression et elle va lui causer une infection. Toujours avec les différents types de relations hôtes-bactéries, cette fois-ci, on va parler d'un autre type de bactéries. C'est les bactéries qui sont pathogènes. Pathogène signifie que cette bactérie, elle va provoquer chez l'homme une maladie. Il faut savoir que dans ce groupe de bactéries, on distingue deux grandes familles. Les bactéries pathogènes spécifiques et les bactéries pathogènes opportunistes. Commençons par le premier groupe, les bactéries pathogènes spécifiques. Les bactéries qui sont responsables des maladies cliniquement et physiopathologiquement spécifiques. C'est-à-dire, si on isole ces bactéries dans les différents prélèvements reçus au laboratoire chez un malade, on va parler d'une infection qui est spécifique et il n'y a pas de doute. Je cite l'exemple de Salmonella typhi, qui est responsable de la fièvre typhoïde, qu'on isole dans les hémocritures du malade, par exemple, ou bien dans les diarrhées d'un malade. Je parle aussi, par exemple, de Treponema pallidum et la syphilis, qui est une IST, une infection sexuellement transmissible. Si, par exemple, on réalise une sérologie à un patient et on retrouve que cette sérologie, elle est positive, dans ce cas, ce malade, il a la syphilis et c'est 100%. On ne peut pas dire que peut-être c'est de la flore ou autre chose. Troisième exemple, c'est le Mycobacterium tuberculosis ou bien le bacille de Koch, le BK et la tuberculose. Si on isole dans les crachats d'un malade un bacille de Koch, si bon, le diagnostic il est confirmé et le malade il est atteint de la tuberculose.
Donc, comme vous voyez, ce groupe de bactéries qui sont dites bactéries pathogènes spécifiques, leur présence dans les différents prélèvements signale infection. Le deuxième type de bactéries pathogènes opportunistes, c'est-à-dire qui vont profiter de la baisse de l'immunité de l'hôte en cas d'immunodépression. Entre parenthèses, on a cité quelques maladies telles que le diabète, le cancer, le sida. Donc il s'agit de deux types de bactéries qui vont occasionner chez ces patients immunodéprimés une infection. Il peut s'agir de bactéries commensales qui vont devenir opportunistes, tels que le Staphylococcus epidermidis, qu'on retrouve à l'état commensal au niveau de la peau. Donc, il peut donc causer un abscesse chez un patient atteint d'immunodépression, ou bien de bactéries saprophytes qu'on retrouve dans l'environnement et qui vont aussi profiter de la baisse de l'immunité de ce patient pour lui causer une infection. Ici, je cite l'exemple de Pseudomonas, qui va, par exemple, chez un patient qui est hospitalisé, qui a une immunodépression, et qui, par exemple, il est soigné par une sonde vésicale. Donc, Pseudomonas peut causer chez ce patient une infection urinaire nosocomiale acquise à l'hôpital parce que le malade, il est en état d'immunodépression. La flore normale de l'homme. La flore normale de l'homme comprend plusieurs types de flore. On a la flore cutanée, la flore digestive, la flore des voies respiratoires et la flore des voies génitales. Pour la flore de la peau, la flore cutanée, ce sont les bactéries qui se retrouvent dans la partie externe de la peau. Les espèces bactériennes les plus rencontrées sont le Staphylococcus epidermidis, le Staphylococcus saprophyticus, le Micrococcus et le Corynebacterium sp, sans préciser l'espèce. Donc, ce sont les principales bactéries qui colonisent la peau de l'être humain sans lui causer, bien sûr, à l'état normal, une infection. La flore digestive, elle comprend la flore du type digestif de l'être humain. Cette flore, elle est composée principalement de entérobactéries, de streptocoques, de Neisseria, de corynebactéries et des bactéries anaérobies. Les bactéries qui font partie de la flore buccale, telles que le Streptococcus mutans ou bien le Streptococcus sangus, sont responsables de la genèse du carie dentaire. La flore des voies respiratoires. La flore du nasopharynx est similaire à celle de la salive. Elle est constituée de streptocoques, d'Neisseria et des anaérobies. Le Staphylococcus aureus est souvent présent dans les fosses nasales. Le larynx et la trachée sont stériles, c'est-à-dire absence de germes. La flore des voies génitales. Commençons par la flore de l'urètre. Les urines sont stériles, sauf l'exception distale de l'urètre qui est colonisée par des bactéries de la flore cutanée, digestive et génitale, qui est composée de staphylocoques, microcoques, entérobactéries, corynebactéries, streptocoques non groupables. Pour la flore vaginale, chez la femme, cette flore elle est dominée par la présence d'un lactobacillus. C'est un bacille gram positif qu'on retrouve à l'état physiologique en grande abondance par rapport au reste de bactéries qui font partie toujours de la flore vaginale chez la femme. Cette flore vaginale chez la femme est constituée, comme on l'a déjà dit, par le lactobacillus. Donc il y a une classification qui est faite par M. Doderlein pour parler de l'équilibre de cette flore, parce qu'en cas de déséquilibre de cette flore vaginale, la femme elle va présenter du leucorrhée, des pertes, si suite à un déséquilibre de cette flore. Donc
Cette classification, par exemple, si on parle d'une flore vaginale équilibrée, c'est le type 1. Et dans ce cas, si on réalise un gramme, on va voir que c'est le lactobacillus, un bacilgramme positif, qui est prédominant par rapport aux autres espèces telles que les anaérobies et le Corynebacterium. Donc il y a aussi dans la flore vaginale de la femme des bacilles gram négatifs, principalement des entérobactéries, mais qui sont en quantité moins importante. Maintenant, dans ce chapitre, on va parler brièvement du rôle exercé par la flore commensale. À quoi ça va nous servir cette flore présente chez nous sans générer une infection quand on se retrouve en état d'immunocompétence. Le premier rôle joué par cette flore, c'est la résistance à l'infection. C'est par la constitution d'une barrière cutanéo-muqueuse, donc ces bactéries qui se retrouvent au niveau de la peau, par exemple, elles vont empêcher les autres bactéries pathogènes de s'implanter et d'adhérer à la paroi cutanée pour causer des soucis à l'être humain. En deuxième lieu, et comme deuxième rôle, vous avez la digestion, la flore commensale digestive, connue par leur capacité à synthétiser des vitamines telles que la vitamine K, la vitamine B12, l'acide folique et la biotine, et ce sont des vitamines qui sont très importantes pour le métabolisme de l'être humain. Voilà, on termine avec le premier cours, la première partie du cours, et on passe à la deuxième partie du cours, dans laquelle on va voir ce qu'on appelle le conflit hôte-bactérie. Donc, dans ce conflit, c'est-à-dire quand il y a une guerre qui se déclare entre l'hôte et la bactérie, suite à l'agression de cette dernière, cette bactérie qui va attaquer l'être humain, donc ça va générer un conflit, une bataille entre les deux, et ce conflit-là, on va le voir un peu de près, de quoi s'agit-il, et qui va gagner la bataille. Bien sûr, l'hôte et l'être humain ne va pas rester, ne va pas jouer le rôle de passif, il va bien sûr utiliser les moyens de défense contre cette attaque, et la bactérie aussi, dans un but de survivre, elle doit aussi utiliser ces moyens d'attaque qui sont exprimés par leur pouvoir et les facteurs de virulence de la bactérie. Et à la fin, donc, cette rupture de l'équilibre entre l'hôte et la bactérie font ce qu'on appelle le conflit hôte-bactérie. Bien évidemment, à la fin, il y a toujours un gagnant et un perdant, et c'est ceci, donc, ce qu'on va voir dans ce cours. Donc, pour qu'une bactérie puisse provoquer une infection chez l'être humain, il y a ce qu'on appelle des portes d'entrée. Donc, c'est la voie de contamination qui va permettre à cette bactérie de pénétrer à l'intérieur du corps humain et de lui causer une infection. Donc, il y a différents types de portes d'entrée. Par exemple, je cite ici les plus fréquentes. Vous avez la voie digestive. On cite l'exemple de la typhoïde et du choléra. Vous avez la voie respiratoire avec comme exemple la tuberculose pulmonaire et la coqueluche. Vous avez la voie cutanée. Je cite l'exemple du tétanos en cas de blessure. La voie transcutanée, généralement par des vecteurs et des arthropodes tels que la maladie de Lyme. Et la voie sexuelle, par exemple la syphilis, suite à un rapport sexuel non protégé. Donc, pour qu'une bactérie puisse engendrer une infection chez l'être humain, il y a des étapes à suivre. La première étape qu'elle va adopter la bactérie, elle va coloniser le revêtement cutanéeux muqueux. Par exemple, si on parle d'une infection cutanée, ou bien elle va emprunter, par exemple, une des voies de contamination qu'on a déjà citées. La voie digestive, la voie sexuelle, tout ce que vous voulez. Donc la première étape, en quelque sorte, ça s'appelle la colonisation. La deuxième étape, c'est l'invasion. Une fois que cette bactérie-là, elle a franchi la première barrière, par exemple la barrière cutanéo-muqueuse, si je parle d'une infection cutanée, à porte d'entrée, une infection à porte d'entrée cutanée, cette bactérie-là,
elle va se mettre à se multiplier. Il y aura une multiplication de la bactérie in situ, bien sûr, suivie d'une inflammation au niveau de la porte d'entrée, par exemple un abscisse, une angine. Cette inflammation, elle est localisée au départ, bien sûr, parce qu'il y a l'inflammation qui s'installe, il y a l'afflux du polynucléaire, du macrophage, qui essaye de cerner la bactérie, de l'empêcher, bien sûr, de se disséminer et de se propager. Si la bactérie, bien évidemment, elle dépasse les moyens de l'immunité, on arrivera à la troisième étape qui est la dissémination, c'est-à-dire le passage de la bactérie dans le sang. Ceci va engendrer ce qu'on appelle une bactériémie. Commençons par voir les différents facteurs de virulence de la bactérie. Quels sont les moyens qu'utilise la bactérie pour provoquer l'infection chez l'homme? Le premier facteur de colonisation et d'invasion, c'est la mobilité. Quand il s'agit d'une bactérie qui est mobile, grâce à la présence de flagelles, cette bactérie, elle se déplace aisément, facilement. Par exemple, en cas d'infection urinaire, l'Escherichia coli, la star, la fameuse, la plus fréquente bactérie isolée dans les urines, responsable d'infection urinaire chez l'être humain, elle va suivre la voie ascendante pour engendrer une infection urinaire. C'est la voie la plus fréquente. Qu'est-ce que c'est que cette voie ascendante? Cette bactérie-là, qui fait partie de la flore digestive, elle va coloniser le mia urinaire. Elle va s'implanter au niveau du mia urinaire. Et grâce à sa mobilité, elle va donc remonter le long du tractus urinaire pour provoquer une cystite ou bien une pyélonéphrite chez l'être humain. Donc la présence d'un flagelle, c'est un élément de virulence important qui utilise beaucoup de bactéries pour provoquer une infection. Comme aussi des facteurs de colonisation, vous avez la présence de pili ou bien de fimbriae. Les pili et les fimbriae jouent le rôle d'adhésine. Ils vont permettre à la bactérie de s'adhérer et de se fixer à la muqueuse et au tissu épithélial. Aussi, comme moyen de virulence, c'est le biofilm, c'est-à-dire que la bactérie, elle synthétise une substance glaire qui va lui permettre de s'agréger et d'empêcher la réaction immunitaire par exemple, de faire la phagocytose. Donc, sur cette slide, vous voyez que j'ai mis le biofilm. Cette notion de biofilm, elle est à la mode, elle est récente. On a découvert chez quelques bactéries la capacité de synthétiser une substance glaireuse qui ressemble au patax, à la glu. Et cette bactérie, elle inhibe l'action de beaucoup de cellules immunitaires et elle empêche l'accès de l'antibiotique à la bactérie. Ce biofilm, il est caractéristique, par exemple, en cas de plaque dentaire chez le Streptococcus mutans, et aussi au milieu hospitalier, la colonisation du matériel médical, une sonde urinaire, une sonde d'intubation de malades au niveau de la RIA, une sonde vésicale. Donc ce matériel est généralement colonisé aussi par du Staphylococcus epidermidis. Donc cette création de biofilm complique la prise en charge des malades et rend l'antibiothérapie souvent inefficace. Aussi, comme moyen de virulence chez la bactérie, c'est la présence de capsules. La présence de capsules chez certaines bactéries telles que l'Haemophilus influenzae et le pneumocoque, elle inhibe la phagocytose et elle permet à la bactérie d'échapper aux différents macrophages. Donc la capsule, elle joue un rôle aussi très important dans la virulence et ceci s'explique souvent par des infections sévères et qui sont dites invasives causées par ce type de bactéries, la méningite à pneumocoque et la méningite à Haemophilus influenzae de type B, couramment appelée le HIB.
Cette capsule-là, qui joue un rôle antigénique et immunogène, elle aussi, elle est à la base de la synthèse, de la fabrication du vaccin anti-pneumocoque et du vaccin anti-hémophilus. Et ceci a permis de réduire le taux de morbidité, de mortalité de ces deux bactéries dans la provocation d'infections sévères de méningite chez les nourrissons et chez l'adulte aussi. Toujours avec les facteurs de virulence de la bactérie, avec les armes qu'utilisent les bactéries pour causer une infection chez l'être humain. Donc on a aussi la synthèse et la sécrétion d'enzymes. Plusieurs bactéries synthétisent des enzymes telles que l'hyaluronidase, la protéase et la dianase qui vont permettre la destruction massive du tissu humain, la création de ce qu'on appelle des ulcérations, de pertes du cutané, de la nécrose aussi. Il y a aussi la synthèse et l'excrétion de toxines. Il faut savoir qu'il existe deux types de toxines, sans rentrer dans les détails. Il y a la toxine de type A et la toxine de type B. Et cette toxine-là aussi, elle sert toujours à la réalisation de vaccins. En neutralisant bien sûr cette toxine-là, ça va nous donner un vaccin qui est inactivé qu'on va utiliser pour l'immunisation d'une personne. Il y a aussi d'autres moyens de virulence tels que les cytolysines, les hémolysines qui vont permettre la rupture des membranes cellulaires. Aussi la composante de la paroi, donc la paroi elle-même de la bactérie, elle joue un rôle dans la virulence. Il faut savoir que les bactéries gram-négatifs, la paroi elle est riche en lipopolysaccharides et elle contient de l'endotoxine qui est responsable du choc endotoxinique chez le malade. Après avoir vu les facteurs de virulence de la bactérie, on va aborder maintenant les moyens de défense de l'être humain contre cette bactérie. Commençons par le premier moyen, c'est naturel, c'est les barrières anatomiques qui sont constituées principalement par la peau et les muqueuses, qui vont empêcher la continuité, bien sûr, du tissu cutané, et donc ça va empêcher les bactéries d'entrer et d'accéder à notre corps, et les autres facteurs mécaniques et chimiques aussi qui vont aussi permettre donc de larguer les bactéries à l'extérieur du corps humain. Et vous avez aussi la flore bactérienne commensale. On a dit déjà que parmi le rôle de la flore commensale, c'est la résistance par effet barrière à l'implantation des bactéries pathogènes. Donc ici, sur ce schéma, donc vous voyez, on schématise ici la structure d'un épithélium. Vous voyez qu'il y a donc la bactérie, par exemple, ici on parle de l'épithélium respiratoire. Donc si on inhale, on respire de l'air qui contient du bactéries, qui contient des bactéries qui font partie de l'air. Donc ces bactéries, une fois à l'intérieur du poumon et au niveau de la trachée, donc il y a des cils et qui vont donc faire le balayage de ces bactéries à l'extérieur. Si on a aussi le mucus qui va chasser ces bactéries à l'extérieur, et donc ce mode de défense, c'est naturel, c'est physiologique, et ceci va nous permettre d'éliminer donc le maximum de bactéries pathogènes uniquement par par la immunité et par une barrière anatomique et par des facteurs chimiques et mécaniques. Maintenant, toujours avec les moyens de défense, par barrière anatomique et chimique et physique, là, ce schéma résume les différents moyens de défense naturels. On a skin qui signifie la peau, donc c'est la barrière anatomique, c'est antimicrobial secretion, lactique acide, donc le pH, un pH bas, et la flore commensale. Donc tous ces facteurs vont donc empêcher donc l'adhésion des bactéries au niveau de la paroi cutanée. Vous avez au niveau des yeux washing by tears, c'est-à-dire l'armoiement, qui vont donc éliminer des bactéries. On a aussi la présence de lysosomes.
On va parler de l'appareil respiratoire, donc la présence du mucus, donc c'est très important. On a aussi les cils, on a aussi les immunoglobulines et on a aussi les macrophages. Donc au niveau du tube digestif, comme moyen de défense naturel, vous avez l'acidité de l'estomac, vous avez la flore normale de l'estomac et vous avez aussi des enzymes tels que les lysosomes et le pH alcalin de l'intestin. Après, au niveau de l'appareil urogénital, washing by urine, donc les urines, le flux continu des urines lors de la miction, donc il va aussi permettre l'élimination de pas mal de bactéries qui colonisent le milieu urinaire. Vous avez l'acidité des urines aussi, qui ces urines sont généralement toxiques, donc elles vont empêcher donc l'implantation des bactéries au niveau du milieu urinaire. Vous avez la présence du lysosome et l'acide lactique du vagin. Donc ce sont les moyens de défense naturels, d'ordre mécanique, chimique, physique et immunitaire en quelque sorte. Donc, après avoir vu donc, les moyens de défense naturels, on va voir maintenant l'immunité naturelle. Il faut savoir en matière de l'immunité, il y a l'immunité naturelle et l'immunité acquise. L'immunité naturelle ou bien l'immunité innée, donc elle est constituée par la réactivation du complément, la réaction inflammatoire elle-même et la phagocytose. Ceci, vous l'avez déjà vu en immunologie, et donc ceci va permettre de lutter contre l'infection. C'est un moyen de défense qui est naturel, sauf en cas d'immunodépression, bien sûr, ou bien d'un déficit, par exemple, immunitaire, quelque part, que ce soit congénital ou bien secondaire. Donc, ce schéma, vous voyez une bactérie qui pénètre, et après le phagosome, création de phagosome, et après phagolysosome, donc le lysosome qui va donc digérer la bactérie, et après il y aura libération des débris. Donc c'est ça l'immunité naturelle. L'immunité acquise, c'est l'immunité spécifique, c'est l'utilisation des deux réactions fameuses TH1 cellulaire ou bien TH2 humoral, c'est-à-dire la synthèse d'immunoglobulines, des anticorps neutralisants. Ce sont les moyens qu'utilise aussi le corps humain pour lutter contre cette infection, cette bactérie, et se défendre. Et donc c'est l'immunité qui s'installe suite à l'infection par une bactérie. Et voilà, à la fin, je vous ai mis ce schéma qui comprend la structure de la bactérie avec les différents facteurs de virulence de la bactérie. Ce schéma, il est très joli. Il résume les différents facteurs de virulence. Vous voyez donc la présence de pili, la présence de flagelles, la paroi elle-même constitue des facteurs de virulence. On a aussi la sécrétion des toxines, d'enzymes, qui sont aussi des facteurs de virulence très importants pour la bactérie. On a aussi la présence du capsule qui va servir et qui va permettre à la bactérie d'échapper à l'action des phagocytes et des macrophages. Donc vous avez donc ce schéma, il y a à retenir et il explique en quelque sorte les différents facteurs de virulence de la bactérie. Voilà, avec ce joli schéma, je termine mon cours. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer donc vos questions sur mon adresse email. C'est leridinajib@gmail.com, LERIDI Najib NADJIB @gmail.com. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.